Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes Country Gentlemen. Nous sommes là ce soir pour vous interpréter et parler un peu de la musique du film de Nous fâchons pas. Nous y reviendrons plus amplement tout à l'heure, mais nous sommes venus avec des cravates rayées, comme dans les films. Comme dans le film, vous verrez les musiciens et les squads des musiciens. Et ils sont un petit peu plus sveltes que certains d'entre nous. Je ne répondrai pas sur ce détail. Nous sommes volontairement venus ce soir avec des instruments assez humbles, avec des petits amplis anglais, une guitare allemande, une guitare française, Loyo, fabriquée dans des milliers, et puis une guitare de très bon marché qu'on trouvait sur les réseaux de l'époque, à savoir les catalogues Rosenberg aux États-Unis. On achetait ça en même temps que le chauffe-biberon et la table de ping-pong. Et c'est ainsi qu'on va avoir le son à l'anglaise de cette pop musique qui est très bien illustrée dans ce film. C'est un film avec une bande son qui est une bande son comique. Donc l'ensemble de ces morceaux revêt un aspect comique, des fois dans ce qu'on appelle la démarque, c'est-à-dire que ce sont des morceaux qui ont été écrits à la manière de ce qu'ils faisaient, à la manière de ce qui était à la mode à l'époque. Nous allons jouer le premier thème qui s'appelle, avec un humour tout franchouillard, Roast Beef Attack. Voilà, le roast beef étant, nous en avons un très bel exemplaire ici, un très beau roast beef. Voilà, voilà. Et ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous attaquer autre chose que les tympans. Monsieur ? Un peu agressif. Il y a ce petit détail de musiciens dans le film, ils sont tous habillés pareil. Et puis il y a cette petite tension toute énergisante qui est de les présenter comme une escouade assez platonicienne en termes d'armée, à savoir qu'ils sont tous un tant soit peu
de la même tendance sexuelle qu'un Oscar Wilde. C'est très appuyé, ça aussi. Est-ce que ça serait encore possible de le dire aujourd'hui comme ça, devant les juges? Et nous allons attaquer maintenant le morceau qui est la dédication du colonel, qui est une personne qui joue un important rôle de cette chef d'escouade, de tous ces mignons. Et rappelle-moi exactement, c'est les adieux du colonel, quoi? Les adieux du colonel, qui est une très très belle balade avec du trémolo, et qui elle aussi ressemble comme deux gouttes d'eau à un morceau qui s'appelait Sleepwalk, qui était très à la mode de Farina, Farina et Farina. Voilà, une belle balade en imitation de ce grand succès de l'époque. Et ensuite, avant d'attaquer l'explication de texte du film, on va terminer par le morceau qui habite le dernier moment du film, qui se passe dans une boîte de nuit, et qui est un jerk ou un ulguli, une musique très à la mode à l'époque. Je ne vais pas faire le spoiler, je pense que beaucoup de gens ont vu le film déjà, et puis je me ferai entarter ensuite par Frédéric Lamache. Mais nous avons une bande de jeunes qui préfigurent ce que va être le moment psychédélique de l'affaire. Comme le disait un vieil ami, les années 60, ne te trompe pas, c'est entre mars 66 et fin 67. C'est ça l'essence même des années 60. Nous voyons ces jeunes danser le jerk, et ils dansent ça sur un morceau qui est une démarque absolue, une copie du morceau Gloria, qui a fait le succès du groupe Zem, qui est même arrivé 15e au hit-parade anglais, ce qui est pas mal du tout à l'époque, en 1965. Voilà, un morceau très énergique, où on voit les jeunes gens dégingandés, danser n'importe quoi, comment, comme disait ma grand-mère.
Et pour en parler, pour le présenter, je vais appeler, peut-être en musique même, je vais appeler Marc Chaussette, ce cinéma de Vence, et notre poète et romancier chroniqueur, Patrice Delbourg, pour nous donner leur regard sur ce film, car il y a beaucoup de choses à raconter, il y a la partie musicale, mais il y a beaucoup de choses à raconter. Le public adoré et le public n'aimait pas. Il a d'ailleurs écrit le jour de lettre à François Truffaut, qui lui a répondu gentiment, et Truffaut disait, elle pour dire que pour moi la critique c'est un expédient, et je suis moi-même en train de travailler sur un film, qui viendra d'ailleurs récemment. Mais le public remettait toujours les choses en ordre pour le père. Le père, c'est en gros 40 films entre 58 et la 22. Il y a des films indépendants qui ont fait 5 millions comme 5 millions de spectateurs comme Jeunesse Espagne, Le Guignol comme dans le livre, et également, en gros, des films qui ont toujours eu du succès. Avec Delon, c'était un peu moins bon. Il a fait des films avec Delon, qui est Saint-Goulas, des Morons pourris, qui ont fait 1,7 million. Et là, on est sur un film tourné dans la région du Pays François, qui s'appelle, donc, on l'a dit tout à fait tout à l'heure par nous, ne les fâchez pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Georges Launay, dans ses mémoires, raconte que ce film, qui est d'ailleurs son premier film en couleur, et il insiste en disant que c'était un système un peu bidon, ce sont ses mots, ça s'appelle le Technicolor, c'est un procédé italien qui était entre le Technicolor et le Cinémascope, et qui lui a permis de faire son premier film en couleur. Et il dit c'est pas terrible, mais il y a quand même de belles images. Et donc le film a été tourné, et l'une des scènes cultes du film, c'est évidemment l'explosion de la dernière pile du viaduc du Maghreb, qui avait été détruit en 1944, et dont la pile centrale était restée pendant 22 ans en plein milieu du viaduc du Maghreb. Et mon père, un jour, lorsqu'il a découvert, il a dit il faut que je fasse quelque chose avec ce truc de ce jour. Il appelait ça une espèce d'obélisque au milieu du Maghreb. Et donc, il a donc réfléchi pour le gag qu'on verra dans le film. Et puis un jour, ils étaient tous chez lui, dans un moulin qu'il avait été à Grasse. Et quelqu'un qui lit le journal et qui dit le demain, le génie va venir et va détruire le pilier du Maghreb. Et lui, il dit non, mais ma question, il avait déjà arrêté de tourner le gars qu'il avait prévu. Il faut quand même intervenir le service des armées, le ministère des armées, et le génie, finalement, dit non, on va reporter l'explosion du viaduc, enfin de la piste du viaduc. Donc, lui, il fait son tournage entre octobre et décembre 1965, et il tourne cette fameuse situation où on verra la carcasse de la deux chevaux rouges au-dessus du billet. Sauf que le génie lui avait pas dit à quel moment il reviendrait pour faire réellement sonner ce qui restait du pont. Et finalement, il a fallu attendre quelques mois, puisque le génie est revenu en février 1966, en mars 1966, pour faire sauter le pont, et le film sortait un mois plus tard. Donc le plan qu'on verra dans le film a été tourné 4 mois après l'essentiel du tournage. Alors, pas de problème pour cet aspect-là, donc là vous êtes témoin. Venons sur la distribution, c'est vrai qu'il y a des grands vedettes du film, il n'y a pas que, mais il y a des grandes vedettes. Alors, évidemment, donc souvent, un acteur masculin principal, là, il s'agissait évidemment d'Annie Thomas, mais chez l'auteur, il y a toujours, autour de la vedette principale, qu'elle soit féminine ou masculine, tout un tas de second rôles qui deviennent finalement, au fil des années, des premiers rôles et demi, et qu'on a plaisir ce soir à vous présenter à travers l'intervention de Patrick. Oui, tout à fait, parce que alors, ok, l'élégance de l'air, mais sans les second rôles, Patrice, on n'existe pas. On commence par le premier qui est dans le film, c'est Robert. C'est notre ami Robert Dalton. Alors, Robert Dalton, vous voyez, c'est une folle bachique, etc. Il était spécialisé dans les rôles de maître d'hôtel, Gilles Rayé. Vous vous souvenez de lui dans Les Tontons Flingueurs, Yes Sir, etc. On disait en fait qu'il avait un claque
qu'il était souteneur, qu'il avait des attributs masculins plus importants que la moyenne. En fait, il disait beaucoup de choses. C'était un brave type qui était un petit peu l'ami de tout le monde. Merci à tous les deux pour ces petites informations. C'est toujours bien de voir les on termine avec, il y aura Lino Ventura tout à l'heure avec Michel Mélis, mais deux mots sur cette musique, si on peut détailler un petit peu le pourquoi de ces musiques. Alors le pourquoi de ces musiques, comme je vous ai en introduction, c'est que nous voulions à cette époque être très adhérents à la modernité. Donc aujourd'hui, sur des musiques qu'on écoute avec un peu de nostalgie, le jerk c'était bien, la musique avec le trémolo c'était très bien, mais à l'époque c'est de la musique très très moderne et qui se moque un peu aussi de la musique moderne. Il y a ce petit trait d'esprit autour de cela, on force le trait. C'est l'idée de la musique de film comique, elle aussi porte un masque qui est celui du comique. Il y a dans les morceaux que vous interprétez, ce sont ce qu'on appelle les main themes, c'est-à-dire les thèmes qui ont été écrits par Bernard Gérard, qui est un musicien qu'on connaît peu, mais qui a fait beaucoup de musique de film, et qui est un élève, un assistant de Michel Magne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quelqu'un qui a habité dans le coin. Michel Magne, qui avait une compagne danseuse qui s'appelait Monique Vance, c'est un surnom. Hein. Monique Vance, peut-être que Marc me renseignera sur ce pseudonyme de Monique Vance. Voilà. Et Michel Magne a fait beaucoup de musique de film, notamment il est mort très jeune, à 44 ans, en 84. Vous avez vu beaucoup de films de Jean-Yann, dont c'était la musique. Et donc ce Bernard Gérard s'est vraiment inspiré de la façon dont travaillait son maître. Les musiques que nous avons jouées, qui sont les thèmes principaux, sont aussi accompagnées de petites musiques plus courtes, d'interludes, qu'on appelle des musiques intermédiaires, et qui sont là pour meubler un petit peu et donner une atmosphère. Merci donc, Country Gentleman. On termine avec Luciano Mélis. Luciano Mélis qui a sorti un livre c'était il y a 4-5 ans. Luciano Mélis en musique aussi. Alors, ce livre, c'est la biographie de Lino Ventura, qui rassemble tous les films qu'il a tournés, 70 films. Ça commence par son enfance, sa jeunesse, le sport, le judo, la lutte gréco-romaine d'abord. Il a été champion d'Europe de lutte gréco-romaine, champion de catch plus tard, champion de France, champion de Paris, champion d'Italie. Et après, on enchaîne avec son premier film, Ne touchez pas au Grisby, avec Jean Gabin, et tout en continuant à faire un de ses métiers qui était représentant de bas de nylon pour femmes et de layette que fabriquait sa femme. Voilà. Et ce soir, vous faites la dédicace. Voilà, ce soir, je propose la dédicace de mon film qui était publié par les éditions de La Martinière, qui est une des plus grandes maisons d'édition spécialisées dans le cinéma, entre autres. Et on retrouvera beaucoup d'anecdotes,
d'interviews d'acteurs, d'actrices, de metteurs en scène que j'ai côtoyés, à qui j'ai demandé qu'on me parle un peu de Lino Ventura. Entre personnes de bonne compagnie, on s'entend toujours. Par exemple, quelques jeunes gens sportifs, virils, Au revoir, Miss. bien élevés, un restaurateur très distingué. Je croyais avoir touché le fond de la honte et de la déchéance. Oui. Poli. Merde. Bon joueur. On m'appelle habituellement Colonel. Un vrai gentleman. Loyal. Envoyez-le-moi tout à l'heure. Je l'entouragerai. À coup de flingue. Un gros brasseur d'affaires. Sobre. Sérieux. Tu sais à quoi je pense? Oui. Calme. C'est facile de promettre, mais c'est pas à vous qu'on passera les brodequins. Hein? C'est pas vous qu'on plongera dans la baignoire. C'est ce bon Léonard. Courageux. On finira par y passer. Sûr. Ce sera le tiercé de la semaine. Une jeune femme charmante. Si tu m'appelles encore une fois ma bichette, tu vires. Vu? Aimable. Accueillante. D'accord, vous allez dormir ici. Mais ça veut bien dire ici. Ça veut pas dire dans ma chambre. Chérie, tu viens? Un important industriel. Respectable. Passion. J'ai horreur qu'on me traite de menteur. Doux. Eh ben, faudra jamais se fâcher. Jamais frapper personne. Jamais. Jamais. Et si on le noyait? Ah, je vous préviens, hein? Jeff, fais-lui une tarte. Vous êtes vraiment des gens agréables. J'espère qu'ils ne vont pas m'assassiner devant votre porte, qu'ils auront au moins la pudeur de faire ça un peu plus loin. Enfin, monsieur, à quoi ça ressemble? On ne tue pas les gens comme ça. Messieurs, non, alors, ne nous fâchons pas, hein? Vous me disiez quelque chose de très joli tout à l'heure sur l'automne. Qu'est-ce que c'était? Je vous demandais si vous aimiez ça. Oui. Moi, j'aime ça. Quoi? L'automne. Heureusement qu'on s'est pas connus en été, hein, parce qu'on n'aurait pas trop su quoi se dire.